Mes amis de la télé, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. J'ai invité pour vous un homme de cœur, un homme de foi, un frère du Sacré-Cœur. Bonjour Claude. Bonjour Marie-Josée. Tu es frère du Sacré-Cœur. On te connaît de plus en plus. Ça fait quelque temps déjà que tu es dans la région. Depuis combien de temps tu exerces un ministère ici à Victoriaville? Depuis 17 ans. Tu as été d'abord dans le presbytère, vous aviez ouvert le centre Emmaüs dans le presbytère de l'église Saint-Martyr. Oui, on a eu des belles années là. Avec des jeunes, entre autres. Oui, beaucoup de jeunes. Plusieurs frères qui sont passés, aussi même des frères en formation, si oui, je ne me trompe pas. Oui, on avait des jeunes en formation qui passaient par là. Mais maintenant, vous êtes sur la rue Saint-Louis, à Victoriaville. Quel est principalement, Claude, ton ministère? Donc, depuis ces 17 années-là, je fais surtout de l'accompagnement personnel. Moi, j'ai été animateur de pastoral dans une commission scolaire à Drummondville, à une polyvalente, pendant 8 ans. J'ai été aussi animateur de pastoral au Cégep à Marie-Victorin, à Montréal-Nord. Donc, j'ai eu à travailler sur ma propre formation pour devenir accompagnateur de personnes qui avaient besoin d'aide. Et donc, j'ai dû apprendre à me former parce que j'ai eu des cas à la polyvalente là, que je trouvais très difficiles. Ah, c'est comme ça que tu es venu, cet intérêt de l'accompagnement de personne à personne, parce que d'abord, ton emploi, ton poste, c'était d'accompagner des groupes, non? Des groupes et des jeunes à la polyvalente. J'ai eu des cas de prostitution avec des filles de 15-16 ans. Oh là tu te demandes comment on va aider. Oui. Donc, j'ai eu besoin, moi aussi, d'être aidé pour aider. Donc, c'est ça qui m'a amené à travailler plus sur comment aider les personnes qui sont autour de moi, en commençant par les jeunes, puis avec le temps, j'ai ouvert à toutes les clientèles d'âge. Alors, principalement, ce que tu fais maintenant, c'est plutôt de l'accompagnement personnel, c'est ça? Oui. Est-ce que tu accompagnes à l'occasion des groupes aussi? Oui, donc je suis impliqué dans l'évaluation de profondeur. Je suis impliqué depuis 15 ans, ce qui veut dire que pendant 9 mois, j'accompagne des groupes une journée par mois. Donc, j'ai des équipes. Donc, je travaille aussi avec des groupes et des équipes pour aider les gens à avoir des repères dans leur vie compliquée souvent. On manque de repères aujourd'hui. C'est vrai que la vie est compliquée. Les gens ont besoin de se retrouver, de trouver des façons aussi d'apprendre à se connaître puis à se comprendre, non? Oui. C'est un peu ça que tu fais. Aujourd'hui, notre émission veut principalement porter sur la prise de décision. Oui. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que tu es devenu, à force de te former puis à force d'accompagner des gens, un homme qui possède des repères pour aider à la prise de décision. Oui. Parce que des décisions, on en prend des importantes qui s'échelonnent sur une longue période de temps, mais on en prend aussi à tous les jours, non? Tous les jours. Du matin au soir, on prend des décisions, mais il y a des décisions qui sont devenues des habitudes. On ne réfléchit pas pourquoi le matin, je prends un bol de céréales ou j'en prends pas, ou je prends une orange ou j'en prends pas. Alors, on passe notre temps à prendre des décisions. Et pour venir ici, quel type de manteau je mets pour venir? Il fait chaud, il fait froid. Est-ce que je vais arriver à l'heure si je pars à telle heure, à telle heure? Donc, c'est des prises de décision qui ne sont pas extraordinairement importantes, mais on peut se faire prendre parce qu'il y a des décisions de temps, parfois. On arrive en retard 15 minutes et on vient de perdre un emploi. Ah oui, parce qu'on est arrivé en retard. Donc, les prises de décision, parfois qui paraissent minimes, ont un certain impact. Et moi, j'ai développé ça surtout à l'âge de 40 ans. À 40 ans, j'ai eu l'occasion d'aller vivre une année en France et je vivais avec des jeunes de 20 ans. Et dans cette année de formation-là, ils avaient constamment des décisions à prendre. Est-ce que je vais aller faire telle formation, à tel endroit? Quel prix ça coûte? Quel est le formateur? Est-ce qu'il me convient? Donc, c'était plein de questions et ils étaient 40. Donc, le midi, on mangeait notre sandwich, parce que c'était près de la Côte d'Azur, il faisait beau. Alors, on prenait le sandwich, il venait voir Monsieur Discernement. On m'appelait de même. Ah, tu étais devenu Monsieur Discernement. Va voir Monsieur Discernement. Mais tu étais en formation. Non, j'étais en formation, mais comme j'étais un adulte de 40 ans avec des jeunes de 20 ans, j'étais en formation, mais en même temps accompagnateur. OK. Je jouais 2 rôles. Donc, tu apprenais petit à petit les aléas dans la prise de décision. L'accompagnement dans la prise de décision. Dans la prise de décision. Donc, ça m'a beaucoup formé.
Et j'ai vu que, je devenais de plus en plus habile parce que je répondais à des besoins et ils venaient me redire après, une chance, tu m'as aidé parce que j'aurais regretté d'y avoir été ou bien tu m'as bien fait de m'inviter à y aller, même si c'était eux autres qui prenaient la décision. C'est pas moi qui prenais pour eux. Ça, c'est important. Hein? Oui. L'écoute, l'accueil, on nomme des ingrédients. Là. Quels sont les ingrédients d'une bonne décision? Une bonne décision, souvent, pour arriver à une bonne décision, il faut prendre conscience de comment je prends mes décisions. Okay. En général... en recommençant par se regarder soi-même. En général, il y a deux manières de prendre des décisions. Ou bien on est rationnel, puis ça va être la raison qui va parler. Hein? Ça, c'est je me dis que, je pense que, je crois que, pas je crois que là, je crois que. Donc, c'est des mots rationnels. Ça vient de l'intelligence, de l'expérience, de l'expérience et du parfois de la rationalisation. C'est ainsi que ça doit se faire. Okay. Donc, ça devient rationnel. L'intelligence, des fois, perd son contrôle de réflexion parce qu'elle devient raisonnable, parce qu'on a peur de faire des erreurs. Donc, la peur peut se mêler dans le raisonnement. Donc, il y a la dimension rationnelle et les autres sont de type émotionnel. Donc, c'est le feeling qui fait que je prends une décision. Et combien de décisions qu'on a prises par le feeling? Je le sens pas, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Voilà. Okay. Et donc, c'est mon feeling. Si ce matin, je fais le bien, ils vont prendre une décision rapide, je vais peut-être le regretter, mais ça a acheté un char de 40 000, je ne pouvais pas avoir plus que 20 000 à mettre sur un auto. Donc, je fais des décisions rapides et je me mets dans le trou parce que j'ai décidé trop rapidement, émotionnellement. Donc, les meilleures décisions, c'est celles qu'on prend avec notre tête. Pas nécessairement, parce que l'émotionnel aussi fait partie d'une décision. Parce que l'émotionnel, il me dit quelque chose dans une décision. J'ai mis les deux éléments les plus importants, mais il y en a d'autres. OK. Autrement dit, il faut établir un équilibre entre les deux. Ce qui est logique, intelligent, rationnel, qui convient, de convenance, selon mon jugement, mon interprétation, puis entre ce que je trouve agréable, entre mon élan premier, autrement dit, la raison, puis les émotions. Oui. Ce qu'on appelle la sensibilité. Les émotions, ils peuvent être aussi teintés de peur, d'inquiétude, de toute une histoire. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver qu'on prenne une émotion qui soit une décision, qui soit émotive, mais je dirais plus émotive dans le sens de peur, de réaction à une décision antérieure qui a mal tourné, qui a été mal vécue. Puis là, à ce moment-là, je suis dans l'émotion pas de j'aime ou j'aime, mais surtout dans je ne veux pas ne pas aimer. Je veux pas surtout tomber dans le même piège. OK. Fait donc, que là, ça, c'est les deux éléments qui tiennent l'équilibre un peu dans une prise de décision. Mais s'il n'y avait que cela, on ne prend pas nécessairement une bonne décision. Bien là, dis-moi pas que tu vas ajouter autre chose. Bien sûr! Parce que c'est complexe, un être humain. Donc, c'est complexe. Oui, mais il y a notre corps, lui. Il y a de l'énergie, il n'y a pas d'énergie, il y a la santé, il n'y a pas de sommeil, il mange mal. Mon corps a quelque chose à dire dans une prise de décision. Même pour acheter une auto. Bien, peut-être, parce que peut-être que si tu achètes une auto à un prix trop grand, tu vas te couper sa nourriture. Ah bon? Hein? Oui. Ou bien tu aimes beaucoup les restaurants, mais là, tu privilégies ton char, donc tu coupes les restaurants, alors que peut-être ça te nourrissait beaucoup, puis tu aimais ça. Donc, le corps, il fait partie d'une prise de décision. Si je ne dors pas la nuit parce que je m'inquiète, parce que j'ai pris une décision qui est au-delà de mes capacités à ce moment-là, donc mon corps, je ne m'en suis pas occupé, donc je paye le prix. Le corps a besoin d'être entendu. Donc, ça, c'est le troisième élément. Et le quatrième, le plus complexe, c'est que chaque personne humaine a un être, c'est-à-dire du potentiel, des talents, des capacités intérieures, une identité dans des forces de vie. Et ça a besoin d'être mis en considération quand je prends une décision. C'est quoi le moteur qui me fait prendre telle décision? Et plus les décisions sont importantes, plus ce moteur-là, il faut que je l'écoute. Il est primordial. Donc, des décisions par rapport à se marier, entrer dans une communauté ou aller déménager dans un pays lointain parce que je sens un appel. Donc, il faut que l'appel soit fort, que je l'écoute, mais que j'écoute aussi ma raison. Elle a quelque chose à me dire, l'émotion par rapport à ça. Si j'ai peur des serpents puis je m'en vais en Afrique centrale, peut-être que va falloir que mon corps s'habitue aussi à l'humidité, aux bébites qui sont un peu partout. J'ai des allergies, peut-être. Exactement. J'ai peur de prendre des vaccins. Alors, 4 éléments doivent être entendus chaque fois qu'on prend une décision. Important.
OK. Ben, c'est sûr que quand on va prendre... Quand on déjeune... Ben exactement, ça n'a pas des effets sur notre vie. L'être profond est peut-être pas nécessairement trop... Mais de temps en temps, il faut se poser la question de la nourriture qu'on mange. Okay. Les médecins nous le posent aussi comme question. C'est vrai. Monsieur, là, vous avez un problème dans mon point. Si vous ne vous en occupez pas, là, vous allez avoir des gros problèmes de santé. Est-ce que vous ne pourriez pas aller voir une diététicienne pour pouvoir prendre un régime de vie qui va vous aider à vivre une vie plus équilibrée et tenir compte de votre santé et de votre corps? Ça peut affecter mon énergie, ça peut affecter ma capacité à rendre le travail que j'ai, à faire, à réfléchir aussi. Oui, exactement. Si je suis mal alimentée, si je suis trop... si j'ai trop mangé le midi, puis ma première heure de travail, elle vaut rien parce que je suis trop lourd. Je suis pas là, je voudrais aller me coucher à la place. Donc, oui. La sieste, on en reparlera. Donc, il y a 4 éléments, je dirais, à prendre en considération quand on veut faire une bonne prise de décision. Ce que notre tête nous dit, notre expérience, notre histoire, notre intelligence, ce que nos émotions nous disent, j'ai le goût, j'ai pas le goût, j'ai déjà fait ça, mais je me rappelle que j'ai un peu peur, qu'est-ce que vont dire les autres, ça doit être ce que vont dire les autres, ça a beaucoup d'effets dans une prise de décision. Beaucoup. Puis il ne faut pas que ça en ait trop, j'imagine. Bien, il ne faut pas que ça devienne un handicap. Si mon besoin d'être confirmé par les autres est tellement grand, bien ici, il ne faut pas que j'en tienne compte dans ma prise de décision parce que je vais être mal avec la décision que je prends. Ou bien, je clarifie ma capacité d'exister devant d'autres qui ont des attentes sur moi, ou bien, il faut que je tienne compte de ma non-capacité à être capable de vivre le regard des autres sur moi. Donc ça, c'est important aussi. Les décisions que je prends, je peux les prendre à la lumière de ce qu'on attend de moi. Oui. Puis là, je passe à côté. Exactement. Je n'existe pas dans ce qui est mieux pour moi, j'existe pour être conforme aux autres. Ou est-ce que je pense être leurs attentes? Aussi, parce que parfois, ils n'ont même pas d'attente, mais moi, je perçois qu'ils en ont. Moi, j'aime ça rappeler ça par le conseil d'administration. Moi, je réunis mon conseil d'administration, mon CA. OK. Comme toute organisation a un CA pour que ça mène un groupe. Fonctionne bien. Ici même pour la télévision communautaire, il y a un CA, j'imagine. Alors, notre CA personnel, c'est j'écoute mon être, j'écoute ma raison, j'écoute ma sensibilité et j'écoute mon corps. Et après les avoir écoutés, je prends une décision éclairée par l'ensemble des membres autour de la table. Ah, bien que c'est bon. On va s'en rappeler du conseil d'administration. Réunissez votre conseil d'administration régulièrement. Mais dans la préparation de notre émission, tu fais une distinction, Claude, entre prise de décision et discernement. Oui. Quelle est la différence? Bien, la grosse différence, puisque j'accompagne les gens dans ces 2 types de démarches-là, la différence principale, c'est que le discernement, c'est la dimension spirituelle est très importante. C'est-à-dire la présence de Dieu dans ma vie, dans la prise de décision que je vais prendre. Je vais aussi voir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a quelque chose à me dire. Éclairer ma réflexion. Surtout, c'est une décision importante, bien sûr, qui va mobiliser toute ma vie. Donc, la dimension spirituelle fait partie intrinsèque de ma décision et elle va avoir une importance primordiale de bien écouter ce que Dieu a à dire dans la prise de décision. Et là, tout l'enjeu de ma relation à Dieu. Si j'ai une image d'un Dieu qui m'en veut, qui me fait peur, bien là, je vais être tout croche dans la décision que je vais prendre. J'ai peur de lui. Je prends une décision motivée par la peur de Dieu. Par la peur. Mais si Dieu, c'est quelqu'un qui habite ma vie, qui est heureux de me voir heureux, qui est fier de ce que je fais, de ce que je deviens, bien la prise de décision que je vais prendre ou le discernement que je vais faire, je vais être habité par sa présence, puis je vais être heureux de pouvoir apporter mes talents pour porter du fruit dans un projet X, Y, Z. Ça, c'est pour un discernement. Oui, la grande différence. Puis, on peut être accompagné. Oui, parce que c'est un peu complexe. Faire un discernement, surtout plus c'est important, bien, surtout que les 2 tendances que j'ai dit, là, rationnelle et émotionnelle, ça peut nous jouer des tours et on peut être surtout pas attentif si on n'est pas habitué d'écouter notre corps. Si, mettons, un gars qui, lui, n'a jamais écouté son corps de sa vie, le corps, c'est fait pour me suivre, j'ai décidé, tu me suis. Bien, quand tu prends une décision, il faut qu'il apprenne à l'écouter. Puis mettre des mots sur ce que le corps vit, c'est pas facile quand on ne l'a jamais écouté.
poser des questions sur mon sommeil, ma santé, mon corps, ma posture, mon corps, comment... Mes fragilités, au fil du temps, on développe aussi des vulnérabilités, on a moins de facilité de concentration. Parfois, on a des problèmes de posture, on a des maux qui persistent par rapport à des postures, par rapport à du travail répétitif aussi. Il y a toutes sortes de petits malaises qui peuvent... En vieillissant, le stress peut nous jouer beaucoup de tours. Moi, je connais des gens qui étaient très en forme, puis dans la soixantaine, ils s'aperçoivent que la nuit, ils dorment moins bien parce que le stress de quelque chose qu'ils vivent vient les handicaper, vient les rejoindre dans la nuit. On est plus vulnérables Fait que reconnaître que, bon, j'ai peut-être pas l'énergie psychique que j'avais avant, que je dois en tenir compte, donc j'évalue les nouvelles activités que je mets en branle pour voir si j'ai les capacités de bien les vivre ou ça va m'écraser. Claude, un discernement à la lumière de la parole de Dieu, tu dis ça, comment on fait ça? Bon, comment ça exemple, moi, ma parole de Dieu qui m'a amené beaucoup dans l'accompagnement, c'est que la vérité vous rendra libre. Ça, c'est un espèce de moteur. C'est un moteur mantra. Qui est pour moi et pour ceux que j'accompagne. Parce que si tu n'es pas vrai avec toi, tu ne seras pas libre. Puis si tu as goûté à la vérité, même si parfois faire face à sa vérité, c'est difficile, ça demande de l'humilité, parce que tout ce qu'on a fait n'est pas toujours si extraordinaire que ça. Donc, mais cette vérité-là nous aide à être libres et on va aider les personnes autour de nous à entrer dans leur propre vérité, même si c'est souffrant, même si c'est difficile, pour qu'ils puissent goûter à la liberté profonde. Et ça, bien, quand on a goûté à ça, on veut plus faire de l'à peu près. On veut vivre à fond. Alors, il t'arrive, toi, d'être assez direct avec des gens qui t'accompagnent. Tu te permets d'être très vrai, quitte à bousculer un peu? Bien, surtout dans les prises de décision, parce qu'ils viennent me voir pour que je les aide à prendre une décision. Fait que si moi, je fais juste les écouter puis je leur dis rien... C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bien, puis je vois que le corps ne s'en occupe pas, puis le cœur profond... Tu réveilles c'est quoi cette bébête-là? par des questions. Oui, je les aide à mettre ça en mots, puis voir, ça a-tu une place dans le discernement que tu fais là? Ou qu'est-ce que ça serait... Éveiller ça un petit peu, parce qu'il faut l'apprendre aussi. Avec le temps, on y donne de la place parce qu'on goûte aussi à l'expérience de tenir compte des 4 aspects dans notre prise de décision, dans notre discernement. Est-ce qu'il t'arrive de suggérer à des gens des textes de réflexion, des devoirs, des espèces de préparation? Préparation pour la prochaine rencontre ou d'introspection, de partir avec des exercices. Bien là, comme on travaille beaucoup la prise de décision ou le discernement, la première chose que je leur demande, c'est aller chercher le maximum d'informations. Exemple, vous déménagez. OK, oui. Allez chercher le maximum d'informations. Votre compte de banque, il est où en termes d'argent? Où est-ce que vous en êtes? Il faut avoir le maximum d'informations pour prendre une bonne décision. Donc, là, à peu près, c'est pas à place. Ça passe par un bon examen de de tout. Oui. Financier, énergie, capacité d'énergie, connaissance de soi aussi dans mes capacités. Les difficultés, les embûches, les obstacles. Y a-t-il un réseau de soutien autour de moi qui va m'aider à prendre cette décision-là? C'est très différent de prendre une décision tout seul, de prendre une décision en couple ou avec une communauté. On le prend avec d'autres, mais il faut tenir compte des autres aussi quand on la prend. Moi, j'ai vu des couples qui prenaient... Le monsieur venait me voir ou la dame, mais il n'avait pas pensé qu'il faudrait qu'il en parle à leur femme. Ils se parlent parce pas. que c'était un projet de couple, mais je m'organise tout seul. C'est comme s'ils prenaient une décision en célibataire. Alors qu'ils ont dans leur choix qu'ils ont fait d'être en couple. Ça a des conséquences. C'est ça. C'est pas juste les avantages. C'est pas parce qu'il y a des désavantages. Il y a des avantages à le prendre ensemble. Mais il faut que tu penses à l'autre. C'est quoi son avis? Jusqu'où tu en tiens compte? En plus de tous les 4 aspects que tu regardes pour toi, tu regardes les autres. Il faut que tu en tiennes compte en plus pour l'autre. Bien, chaque fois que tu es avec un groupe qui est important pour toi, ça peut être une communauté paroissiale. Oui. Hein? La paroisse, elle va prendre une décision, mais c'est pas le curé tout seul qui apprend, il apprend avec les gens. Ou la famille, régulièrement aussi, parents, on réunit la enfants. famille. Je viens de perdre ma mère, moi, là, on s'est réunis plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'elle était malade? Comment on organise les funérailles? Tout ça, on fait ça ensemble. Et là, on met de l'eau dans notre vin, parce que plus on est différent, il y en a qui veulent avoir une Eucharistie, il y en a qui n'en veulent pas. Comment on va tenir compte de tout ça?
Qu'est-ce qui devient important? Qu'est-ce qu'il était pour celle qui est décédée? Exactement. Ah, mon Dieu, donc, ça fait... mais c'est merveilleux. Ça fait partie de la vie, finalement. Exactement. Tous les jours, on a besoin de prendre ça en considération. Oui, puis l'amour qu'on a pour les personnes. Est-ce que c'est parce que je vais-tu être contre elle parce qu'elle me déplaît, parce qu'elle n'a pas le même avis que moi? Jusqu'où je vais l'aimer, même si elle est différente de moi? Ah non, c'est pas pour rien qu'en famille, des fois, on arrache. On trouve ça dur. On sait, les héritages, comment ça amène mon Dieu, de l'irritation. Oui. C'est le plus petit, le plus faible. Le plus petit mot que je pourrais dire. Claude, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où on est plus sollicité, où on est plus, où il y a le plus de décisions à prendre? Est-ce qu'il y a des temps morts? Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie personnelle où il y a une espèce d'explosion de décisions à prendre? Donc, les décisions sont souvent liées à des événements sociaux. Exemple, les déménagements, ça se fait pour le mois de juillet. Oui. Donc, les gens qui commencent à vouloir dire « je déménage-tu pas », ils viennent me voir en mars-avril pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est pas des détails. Quelqu'un est venu me voir pour « est-ce que je vais choisir mon appartement du côté montagne ou du côté soleil ?» Parce que ça a de l'influence dans nos vies. Elle est allée voir, elle dit « j'aime beaucoup la montagne, mais j'aime le soleil. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Fait que vous allez choisir un appartement selon ce qui vous appartient, très important. Quelles conséquences ça a? Mais peut-être que vous avez plus de bonne humeur si c'est le soleil qui est important ou si c'est la montagne. Et vous allez choisir pour un environnement qui va vous aider à être mieux dans votre peau, puis peut-être prier plus, prier mieux, parce que vous allez être stimulé par l'environnement que vous avez. Ah, c'est beau. Donc, ça peut servir... Bon, les gens qui travaillent, les changements d'emploi, en pastoral, c'est autour du mois d'avril, parce qu'il faut dire à notre réveil, si on change... Si on continue aussi. Exactement. Donc, c'est selon des périodes, mais il y a la vie que chaque personne vit aussi. Il y a des événements inattendus qui surgissent, qui nous obligent. Je viens de parler des funérailles ou de maladies. Ça ne suit pas la chronologie du temps. Là. Ça arrive, bang, puis là, il faut se retourner de bord. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des urgences dans nos vies aussi. C'est ça qui est plus difficile. Apprendre à vivre paisiblement des temps d'urgence. Mais il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on peut dire parfois qu'on a raté une décision, qu'on a pris la mauvaise décision? Comment on peut conclure, à un moment donné, j'entends ça parfois, moi, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû déménager à tel endroit. Bon, est-ce que ça peut rater? Mais je pense qu'une prise de décision, il faut être humain, là, c'est toujours lié aux lumières qu'on a. Au moment où on les a. Ça, c'est S'il y a de l'urgence, je ne peux pas dire fois, je pourrais apprendre dans 3 mois. Non, il faut que je l'apprenne tout de suite. Aujourd'hui. Le plus tôt possible. Donc, les lumières qu'on a, vont m'aider à prendre la décision à ce moment-ci. Il y a 2 étapes, selon moi, dans une prise de décision ou dans un discernement. Il y a l'observation avec notre conseil d'administration. Ça, c'est la première étape. Puis des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. La deuxième étape, c'est la vérifier. Et moi, avec l'évangélisation de profondeur, c'est de vérifier ça avec les lois de vie. Les lois de vie. Les 5 lois de vie sont des critères pour voir si je choisis la vie en prenant cette décision, si j'accepte ma condition humaine, si je deviens de plus en plus moi-même en Dieu dans une juste relation, sans emprise, sans fusion, sans confusion, sans convoiter ce qu'est l'autre pour pouvoir avoir le même choix que lui, la même maison que lui, mais pas vérifier moi ce que je veux vivre. Est-ce que ma décision m'unifie ou est-ce qu'elle me divise? Puis est-ce que ça va me faire porter du fruit de prendre cette décision-là? Est-ce que je vais être fécond en prenant cette décision-là? Donc, on est loin du feeling, puis on est loin du rationnel tout seul. Fait que c'est d'ouvrage. Mais moi, j'accompagne les gens... Mais ça se fait aussi très naturellement. Hein? Là, on l'a décortiqué en étapes pour le rendre très accessible, mais on fait ça à longueur de journée, petit à petit. Puis là, tu nous amènes des éléments importants pour qu'on se rappelle, pour pas qu'on en oublie, qu'on en escamote. Exactement. Puis là, ce que j'aime de ta dernière intervention, c'est que tu dis à la fin, si je porte du fruit, c'est signe que là, j'ai réussi à prendre la meilleure... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une meilleure décision? Souvent, il n'y en a pas, hein? Mais c'est la meilleure décision dans le contexte dans lequel je vis et la personne de ce que je suis. Éventuellement, elle va être appelée à changer, à bouger, bien sûr, dans le temps, dans le... Donc, et ça aussi, il peut arriver que des fois qu'on arrive à la fin d'un processus de discernement, puis on dit,
Est-ce que c'est le temps? Ça se peut que ce n'est pas le temps. Okay. La décision est bonne en elle-même, mais le timing n'est pas bon, comme on dit en québécois. Deuxièmement, la manière de le faire. On avait prévu de la faire de cette manière-là, mais concrètement, ça ne irait pas de cette manière-là. Donc, les compléments circonstanciels, le quand, le comment, peuvent nous aider à voir si c'est l'heure de la poser à ce moment-ci. Elle peut être retardée. Tu ne penses pas aussi, Claude, que de temps en temps, on peut avoir peur d'être en train de dévier de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est, en fait, en 10 phrases, la volonté de Dieu? Bien, la volonté Parce qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. Peut-être qu'on en aura une. La volonté de Dieu, telle que je l'aperçois, moi, c'est vraiment selon l'image qu'on a de Dieu. Si on a une image d'un Dieu qui nous surveille, qui veut nous prendre en défaut, c'est évident que ça, faire la volonté d'un Dieu comme ça, là, ça n'a pas d'avenir. C'est insécurisant. Puis oui. Puis on part avec la peur comme critère premier de décider. Exemple, la peur de mourir. Si j'ai peur de mourir parce que le Dieu que je vais rencontrer, c'est un Dieu qui va me prendre m'attraper dans le coin, alors là, je n'ai pas le goût de faire ça. Donc, la volonté de Dieu, c'est très lié à ma manière de voir Dieu dans ma vie. Et quand je vois que c'est un Dieu qui désire mon bonheur, je vais être à l'aise d'aller avec lui, puis je vais être heureux d'aller avec lui. Et de faire sa volonté. Tout d'abord, faire sa volonté, c'est comment on fait ça, mais c'est d'aller voir le désir profond qui m'habite. Dieu, il met en nous des désirs profonds. Il y a des désirs en nous qui ne sont pas étrangers à sa volonté. Ils ne sont pas étrangers parce que lui, il travaille avec les désirs qui sont déposés en nous. Il ne travaille pas à l'extérieur de nous, il travaille en nous. Et mettre en œuvre des désirs profonds qui nous habitent, bien, ça nous rend heureux. Et on sent bien qu'en faire la volonté de Dieu, ça nous amène à de la créativité. Ce n'est pas des patterns tout faits d'avance. Oui, c'est à créer, c'est à renouveler. Il y a plein de vie dans une prise de décision et dans faire la volonté de Dieu. Eh bien, Claude, je te remercie. S'il y a des gens qui souhaitent être accompagnés par toi, c'est facile de te rejoindre, de communiquer avec toi. Ce que je vous souhaite, c'est de reconnaître les désirs profonds qui vous habitent pour continuer, on peut souhaiter ça à nos auditeurs, continuer de créer avec Dieu en donnant beaucoup de fruits, créer avec lui la vérité qui rend libre pour chacun et chacune de nous et pour tout notre entourage. On se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci.